Bonjour, bonjour, bonjour. Ah oui, il y a pas de feedback, c'est ça, Christelle? Non, il y aura pas de feedback. Oui, il faut Ah OK, OK. voilà, faut démarrer. OK, OK, OK. Non, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au webinaire VSME, ESG, RSE, comment s'y retrouver? Heu, bon, je ne sais pas si on attend, d'autres participants, Christelle? On peut, attendre, oui, on attend encore un petit peu, mais on peut commencer à présenter, je pense, la partie introductive, Oui, ça oui. les fera venir, hein. Oui, on espère. Moi, j'espère que tout le monde va bien. C'est toujours assez frustrant de ne pas avoir de feedback comme ça. En tout cas, nous ici, ça va bien. Côté cabinet, bonjour, bonjour. Du côté cabinet ECA, tout va bien. La fin d'année approche et il me semblait important de proposer ce webinaire pour que nos chers clients et tous ceux qui sont intéressés par la RSE et les ESG puissent continuer à y voir clair dans une actualité qui n'est pas simple, avec des atermoiements, des reculs, des avancées, du backlash en matière RSE, notamment au niveau européen, avec l'omnibus CSRD qui a retaillé pas mal de choses par rapport à ce qui avait été pris avant les élections de juin 2024 au Parlement européen. Donc voilà, donc c'était important pour nous d'aider à y voir clair et puis aussi de proposer une visibilité sur certains financements, certaines aides, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a encore des entreprises qui sont très motivées par la RSE, de faire évoluer leur modèle d'affaires. Et c'est encore mieux quand il y a une aide financière qui permet d'aider, d'accompagner l'entreprise, surtout quand elle n'est pas très, très grande. Donc le cabinet ECA, cabinet spécialisé dans la RSE, la durabilité, qui existe depuis 25 ans, cabinet indépendant, hein, qui intervient partout en France, dans tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, vous avez deux représentants, Christelle et Laurent. Voilà. J'ai l'impression qu'on est au complet, Christelle, donc on va peut-être pouvoir euh, partager tout ça. Alors, attendez. Je suis où? Je suis là. Voilà. Euh, Si vous avez des questions par rapport à la présentation et toute autre question relative à la RSE ou aux ESG, n'hésitez pas de les poser dans le module de conversation. Christelle veille au grain et on prendra évidemment un temps pour y répondre sans problème. J'espère que tout le monde voit mon écran. Si c'est OK pour vous, je vous propose de débuter. Donc, je le disais, la raison d'être de CA, c'est d'accompagner les organisations dans la construction et le déploiement de leur démarche RSE-ESG. On va faire bien sûr le distinguo entre la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et les ESG, les critères environnement, sociétaux et gouvernance, d'autre part, d'un côté des pratiques, de l'autre des indicateurs pour prouver. Nous aidons à la transformation durable des organisations et notamment on vise à les aider à réduire leurs impacts négatifs en termes sociaux, sociétaux et environnementaux. Et pour cela, on délivre des prestations de conseil, d'expertise et de formation qui se veulent elles-mêmes responsables et durables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons des engagements RSE. Pour la petite histoire, nous avons le niveau exemplaire du label engagé RSE de AFNOR. Nous souhaitons devenir une entreprise régénérative d'ici quelques années. On fait ici écho à la Convention des entreprises pour le climat, hein, qui vise ce Graal qui est le régénératif. On essaie de faire respecter les droits de l'homme au sein de notre chaîne de valeur, pas uniquement au sein de l'entreprise, mais aussi en amont et en aval. On vise la neutralité carbone en 2030 et on est en bonne voie parce qu'on a, pour un cabinet de conseil, ce qui est important, c'est de décarboner ces transports et on est quasiment aujourd'hui à ne pas émettre de CO2 parce qu'on vise les transports les plus sobres possibles ou le digital.
qui émet évidemment du CO2 par ailleurs, mais en tout cas, on y veille. Développer en permanence les compétences de nos salariés, s'engager dans des projets sociétaux à impact au sein de nos territoires d'implantation. C'est extrêmement important aussi de travailler pour la biodiversité, la forêt, en ce qui nous concerne. Accompagner nos clients vers plus de durabilité et démontrer par différents engagements et certifications notre éthique et le respect de nos règles de transparence et de probité. Et voilà, j'ai indiqué notamment label engagé RSE, mais nous sommes aussi certifiés CESGA sur les ESG et nous réalisons des bilans carbone. Pour ça, nous sommes habilités. Et la plateforme ESG Go, qui sert aux entreprises à piloter leurs ESG, j'en parlerai d'ici quelques minutes. Donc, on faire le tri entre RSE, ESG, CSRD, VSME, qui est concerné par quoi, à quel niveau, c'est l'ambition de ce webinaire. Comprendre à quoi sert le VSME pour les TPE, PME, identifier les quelques dispositifs de financement que nous pouvons mobiliser avec vous pour vous aider à financer vos démarches et découvrir un exemple concret de pilotage ESG avec justement la plateforme ESG Go que le cabinet a développé. J'espère que tout le monde est encore là et que ça se passe bien pour vous. Première idée, donc le tri entre les concepts. Alors rapidement, pour se dire que quand même, c'est une histoire qui remonte à un certain temps. Je reviens ici sur une frise temporelle où on remonte à 1970, on est après-guerre, les 30 glorieuses, et on commence à se rendre compte que finalement, est-ce qu'il n'y a pas un moment, une limite à la croissance? Limits to growth, les limites de la croissance, c'est justement le rapport Meadows, qui avait été commandé par un club d'industriels, le Club de Rome, à des ingénieurs du MIT, des scientifiques du MIT, qui disposaient de puissance de calcul très, très importante pour l'époque. C'est IBM qui leur avait mis à disposition un très, très gros calculateur et qui ont pu modéliser des centaines d'équations pour voir s'il y avait des limites physiques, biophysiques, à la croissance. Et les commanditaires de ce rapport n'ont pas été très contents parce que quand ils ont vu le résultat de ce rapport qui fait encore aujourd'hui office de référence, ils sont aperçus qu'effectivement, il y avait des limites à la croissance. Et sans être très précis dans la date, ces chercheurs du MIT nous disaient que courant du XXIe siècle, il était possible qu'il y ait des impasses à cette croissance, ce qui semble être aussi confirmé maintenant, quelques 55 ans après, pardon, 55 ans après. Et d'ailleurs, les puissances de calcul qui ont progressé au cours du temps, on n'ont fait que confirmer. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler ces différentes conférences au niveau international, Nairobi, Rio, Johannesburg, complétées par Rio plus 20, puis en face de ça, les conférences des parties, les COP, on doit être à la 28e ou 29e, qui réunit toutes les parties intéressées, les communautés, les ONG, les habitants, les entreprises, les pouvoirs publics, pour se dire comment on adresse tout ça. On adresse tout ça finalement par du soft law. On n'est pas dans des règles dures, on n'est pas dans des contraintes pour les entreprises, un peu par-ci, par-là, mais globalement, c'est la responsabilité des entreprises qui est le moteur de ce normatif. Alors, on est passé donc d'une préoccupation de scientifiques qui n'ont fait qu'alerter à des reprises par des engagements étatiques, mais surtout des entreprises qui essaient de, par elles-mêmes, prendre en considération ces préoccupations. Alors, d'aucuns pourraient dire que ça devrait être beaucoup plus contraignant. Bon, il y a quand même l'accord de Paris en 2015, même si on a vu l'année dernière que les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas diminué, n'ont fait qu'augmenter, et que croissance sans ES, c'est compliqué pour le moment. Et donc, on n'arrive pas à atteindre, voire on dépasse cet objectif de plus 1,5% de température moyenne en 2100 par rapport à 1990, qui nous permettrait de vivre dans un monde où le réchauffement climatique serait plutôt encadré. Voilà, donc une flèche temporelle pour dire que aujourd'hui, c'est les entreprises et les organisations sur qui aussi repose fortement cette responsabilité. Autre concept que vous connaissez très certainement, les limites planétaires, modélisées par d'autres universitaires. Là, on a à Stockholm 9 limites planétaires. Alors, on ne parle pas du chocolat, on ne parle pas du, je ne sais pas quoi, des t-shirts Shine. On parle vraiment de 9 paramètres biophysiques
qui sont essentiels à la vivabilité des espèces, y compris l'espèce humaine. Et d'avoir modélisé ça nous apprend que aujourd'hui, selon ces scientifiques, sur 7 essentielles limites planétaires, la biodiversité, l'eau, l'azote, le phosphore, les sols, le climat vivable, les océans vivables, eh bien, 7 aujourd'hui seraient dépassés, ce qui est modélisé par cette flèche temporelle où on voit la Terre en vert et les limites planétaires correspondantes en orange. Alors, quand on regarde ça d'un point de vue international, on n'est pas tous logés à la même enseigne, hein. Je parlerai dans un instant du donut de Keith Raworth, mais on voit que selon qu'on est le plus pauvre ou selon qu'on est les plus riches, eh ben, voilà, comme l'adage le dit, on n'est pas mieux lotis. D'un côté, on a des limites planétaires qui ne sont pas enfoncées dans les pays les plus pauvres. Par contre, on a des planchers sociaux qui ne sont pas atteints dans un grand nombre de cas. Dans les pays intermédiaires, ben, ça hésite, mais le plancher social reste quand même bien problématique, alors même que déjà le changement climatique opère. Et puis alors là, ce qui est quand même assez sidérant, c'est la capacité des économies les plus développées à enfoncer les limites planétaires dans des proportions très importantes, sans pour autant systématiquement satisfaire le plancher social. Je croyais qu'on avait le donut quelque part, mais j'aurais bien voulu vous présenter le donut. Bon, le donut, c'est cette zone verte hein, modélisée par Keith Raworth, où vous avez un plancher social, un minimum de satisfaction de besoins élémentaires à satisfaire, tout en respectant un plafond écologique, donc des limites planétaires. Et le but du jeu, c'est qu'un modèle économique s'inscrivent dans cette limitation minimale ou maximale plancher plafond pour pouvoir être durable et surtout être tourné vers les autres. Alors pourquoi ces sujets deviennent incontournables pour les entreprises parce que au-delà des bonnes intentions, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on doit prouver ce qu'on fait, prouver qu'on a intégré ces enjeux qui nous dépassent finalement et qu'on se sent aussi responsable. Donc on a des questionnaires clients. Je citerai ici EcoVadis, on n'est pas là pour faire de la pub, mais c'est 200 000 clients au monde, hein, EcoVadis. Hein, c'est donc des questionnaires tournés vers la chaîne de valeur pour savoir concrètement qu'est-ce que vous faites en matière de RSE et ESG. C'est des sollicitations croissantes de la part des banques et des financeurs. Hein. Rappelons quand même que les banques sont un outil de conversion vers la durabilité, hein, celles qui permettent de financer ou pas des investissements dits à impact, des appels d'offres intégrant des critères et indicateurs ESG, même si là, on voit que la commande publique a du mal, du fait de ses propres règles qu'elle s'impose, à pouvoir différencier les bons acteurs avec des critères RSE, ESG plus tranchants. Et puis, ruissellement, un mot qui fut à la mode, effet de ruissellement de la CSRD vers les TPE-PME. L'idée, c'est de se dire qu'on demande évidemment aux grandes entreprises de reporter de la data et par effet de cascade et par effet d'imitation aussi, hein, les TPE-PME devraient s'aligner. Donc, concrètement, on a plusieurs acronymes, on a plusieurs préoccupations. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, donc c'est des réflexions autour de ces impacts. Quels sont mes impacts vis-à-vis de mes parties prenantes? Comment je peux les réduire? Et quelles sont les pratiques quelles sont les actions hiérarchisées efficaces que je vais mettre en place pour pouvoir réduire ces impacts. Donc là, on est plus dans une démarche globale qui se veut intégrer à la stratégie de l'entreprise et qui veut orienter le modèle d'affaires. Les ESG, eux, ce sont les indicateurs, ce sont les données qui vont de plus en plus être normalisées selon des cadres de référence pour que les entreprises puissent reporter des données qui soient comparables et puissent faire des benchmarks les unes vis-à-vis des autres. E, environnement, S, social, G, gouvernance. On verra que sur chacun des
des sujets, les entreprises ont plus ou moins de pression et plus ou moins de facilité à reporter des indicateurs. CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive, donc ça c'est la directive de reporting de durabilité des entreprises de 2022, traduit dans le droit français. Puis on verra que cette année, en 2025, il y a eu des corrections apportées par le nouveau Parlement européen. Donc là, on est dans l'idée qu'à l'époque, 50 000 entreprises européennes, les plus grandes, devaient reporter chaque année un dashboard d'indicateurs très compliqués, très nombreux, jusqu'à 1200 points de données possibles et visables, auditables par des auditeurs accrédités pour le faire et formés. Là, effectivement, l'enjeu, c'est de tirer les entreprises par la data, en fait, et pas leur imposer des pratiques, mais leur imposer de démontrer ce qu'elles font, au risque, si elles ne produisent pas ce rapport de durabilité, de se voir pénalisées financièrement. Le VSME, on rentrera dans le détail, pour Voluntary Small and Medium Enterprises, ça c'est plus récent, c'est 2025, ça s'adresse aux petites entreprises. Les petites entreprises, comme je l'ai dit, sont soumises de plus en plus souvent et de plus en plus intensément à des demandes de data de leurs donneurs d'ordre. C'est compliqué, ça prend du temps, elles ne sont pas toutes armées pour le faire. Le VSME, ça se veut un bouclier, c'est un package minimum d'indicateurs que vous pouvez opposer à vos donneurs d'ordre. Ça fait bouclier. Bon, une des difficultés avec ces dispositifs qui commencent à émerger et qui progressivement doivent se normaliser, c'est que si vous avez un client qui vous en demande plus que le VSME, il faut prendre le risque de ne pas le contenter. Ouais. Alors, la RSE, évidemment, je disais, une démarche globale où on intègre ces enjeux environnementaux, sociaux et économiques dans sa stratégie. C'est vraiment volontaire, c'est transversal, ça adresse beaucoup de sujets, on prend son temps, on est dans une amélioration continue, on essaie par des procédures, par des politiques qu'on écrit, qu'on transmet, qu'on diffuse, de convaincre aussi, tant en interne et en externe, nos parties prenantes des actions qu'on peut réaliser. Un référentiel de référence, l'ISO 26000, une norme qui a été adoptée en 2010 par la plupart des pays, sauf les États-Unis, norme non certifiable, c'est labellisable, donc chacun choisit le label qu'il souhaite pour illustrer ses pratiques, beaucoup de labels, pas facile pour les entreprises de s'y retrouver, et aussi une inspiration forte des objectifs de développement durable des Nations Unies, adoptés en 2015 avec une échéance en 2030, 17 objectifs de développement durable auxquels les entreprises doivent participer parce que, effectivement, réduire la faim, donner accès à de l'eau, préserver la biodiversité, des modes de production durables sont des objectifs qui profitent à tous les habitants de la planète, mais sans les entreprises, c'est difficile. Je le disais, donc les ESG, des critères de performance extra-financière, hein, les entreprises sont très capées sur les sujets financiers, évidemment. Par contre, l'extra-financier, ça devient un peu plus compliqué à mesurer. Ça demande des compétences, ça demande des définitions homogènes, ça demande des outils de calcul. Quand on parle d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, d'empreinte eau de nos produits et pas uniquement de l'eau qu'on consomme au robinet, bah, tout ça, effectivement, ça ne se construit pas de manière simple et harmonisée comme la comptabilité l'est aujourd'hui. En son temps, évidemment, la comptabilité comptable classique financière a pris du temps à émerger. Ben, il faut imaginer que pour les ESG, ça prend un peu plus de temps. On a un peu moins de temps. Et puis ben, là où compter des sous, ça peut motiver, compter des choses comme l'environnement, le social et le gouvernance, ça peut un peu moins motiver, d'autant qu'on n'est pas obligé strictement de piloter une comptabilité ESG.
Mais c'est le langage privilégié des investisseurs, des banques et des clients grands comptes. Aujourd'hui, les banques par l'ESG, les cotations sur les marchés, si vous allez sur le Nasdaq, si vous allez sur SBF, vous verrez un petit icône ESG, vous cliquez dessus et vous avez la performance ESG de la valeur qui peut vous intéresser. Donc, c'est le moyen, les ESG, de prendre en compte concrètement et de rendre visibles des enjeux de long terme dans la stratégie des acteurs économiques. Ces fameux KPI financiers, deviennent des KPI extra-financiers. On en cite ici, j'en détaillerai un peu plus tout à l'heure. Je l'ai dit, la CSRD, c'était une obligation pour certaines grandes entreprises. On va voir que ça risque de devenir une obligation pour un peu moins de grandes entreprises. On est au niveau européen, on a des normes définissant ce que sont les critères à reporter. On visait même des normes sectorielles, une norme générale pour toutes les entreprises et des normes sectorielles par secteur d'activité. Bon, là, on était vraiment dans une conception qui suivait le Green Deal européen de 2021 avec un continent totalement décarboné en 2050. Je vous dis quand même honnêtement qu'on a pris des semelles de plomb là au cours de l'année 2025 et qu'on a quand même retaillé la CSRD à la base. Et là où en France, ça devait concerner 9-10 000 entreprises, ça devrait peut-être en concerner 2000. Hein. Donc on a quand même bien revu la chose. Mais effectivement, les PME, hein, je le disais, le VSME, c'est quand même un moyen de garder une boussole pour les petites entreprises qui, de toute façon, elles, force est de constater que la réglementation évolue dans un sens, mais certaines entreprises continuent à évoluer dans la trajectoire de durabilité. Donc, avoir un VSME pour une petite entreprise, c'est quand même utile, c'est quand même utile. Et il n'y a pas à attendre et à attendre aussi peut-être que ça s'impose. Vaut mieux l'appliquer par soi-même. Et encore une fois, c'est un moyen de se protéger. Je parlais de bouclier, hein, parce que c'est une liste fermée de SG. On peut quand même avoir des fois des clients qui vous en demanderaient un peu plus. Donc, en résumé, on a des risques globaux, hein. On a des risques globaux, réchauffement climatique, réduction de la biodiversité, IA, cybersécurité. Bon, Gen Z, c'est pas un risque en tant que tel, mais en tout cas, ce rapport au travail qui est documenté par plein d'études aujourd'hui nous fait quand même penser qu'il y a une réinterrogation à l'intérieur des entreprises sur comment discuter, dialoguer avec ses salariés et ses futurs salariés, que leur proposer, sens au travail, santé mentale, que l'OMS évidemment nous alerte régulièrement. Donc des risques globaux, là-dedans des entreprises avec leurs parties prenantes, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes, et les modes d'affaires des entreprises ont des impacts. Elles génèrent des GES, elles génèrent des risques psychosociaux, elles consomment des matières premières, elles génèrent des déchets, puis il y avoir du turnover, des accidents de travail, des discriminations, même pire, de l'usage abusif de données, voire du greenwashing, de la corruption. Il y a des impacts, il y a des impacts. Et donc, la RSE, avec sa fameuse ISO 26000, ces engagements qu'on va prendre, une politique écrite, signée par les dirigeants, pilotée, communiquée, avec des objectifs mesurables. C'est pas que des bonnes intentions, un engagement, un objectif, une mesure, des plans d'action pour y arriver. Là, on est dans le sérieux. Et après, les ESG qui viennent parachever tout ça, tant pour des raisons internes que pour des raisons externes. J'ai besoin d'indicateurs pour prouver ce que je fais dans mon entreprise. Je peux répondre à des évaluations de mes donneurs d'ordre. Je peux répondre aux enjeux normatifs internationaux, volontaires ou imposés. Je peux me benchmarker avec la concurrence et de toute façon, je joue la transparence. Je produis un rapport parce que je veux montrer que je suis concerné et que je prends en charge ces sujets. Mais il n'y a pas d'autorité de régulation internationale. On dit souvent, Laurent, oui, mais faire confiance, il faut qui m'assure que les datas sont correctes, elles sont justes, elles ne sont pas
pipoter. Ça, déjà, parce qu'il y a des cadres normatifs. Maintenant, quand on parle de turnover, on sait de quoi on parle. Quand on parle de GES, il y a des ISO, il y a des cadres normatifs internationaux, CPC, SBTI, donc on sait de quoi on parle. Mais évidemment, on est dans la relation de confiance, on est dans la transparence qui permet d'observer et de voir les choses qui ne vont pas, les points aberrants, mais il n'y a pas une autorité internationale, nationale, qui vient vérifier, contrôler les données à l'intérieur. Donc, on est dans du normatif. Alors, j'espère que c'est toujours intéressant pour vous, que je ne vous ai pas perdu. Comprendre à quoi sert la norme VSME pour les TPE et les PME, c'est ce qui nous attend, c'est l'horizon du prochain point. Alors là, pour être un peu interactif, on peut regarder quand même le Menti. Ça, je pense que c'est toi, Christelle, qui pilote le Menti. Non, Non. j'avoue que Non, mais ok. je peux le C'est moi faire, qui pilote le mais je Menti. l'ai pas Donc en vous, route, non. alors, si vous allez sur menti.com, sur Internet, chers participants, allez sur menti.com et vous pourrez saisir le code qui est là. Alors peut-être, Christelle, tu pourrais mettre le code dans le bloc de conversation. Comme ça, au moins, les gens le verraient. Et puis, on va se connecter. Je vais faire ça. Alors, je fais un petit sondage en ligne pour vous demander où vous en êtes des ESG. Alors, attendez, connecte. Voilà, on a le code, super. Donc, quand vous êtes connecté, alors j'espère que ça a marché. Alors, je vais partager mon écran. Alors, moi, j'ai pas le même code, Christelle. Je ne sais pas Tu d'où l'as tu tires modifié ce. ce week-end? Je sais pas, c'était sur Non, 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 le non. slide. Ok, Non, non, ouais, non. donne-moi le bon Alors, je le code. redonne le code. Je redonne le code. C'est 5538 5538 7009. Si tu veux bien mettre 5338 7009 dans le bloc de partage. Et moi, voilà. Et je vous pose la question tout de suite. Voilà, donc il y a 2 personnes qui sont connectées, 3 personnes qui sont connectées. Alors, connaissez-vous le concept de ESG? J'en ai jamais entendu parler, je vois vaguement que c'est et je maîtrise. Alors, comme vous êtes 3 à avoir répondu, chacun a répondu quelque chose. Donc, quelqu'un n'en a jamais entendu parler. Ah, ça peut peut-être bouger. Non, 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 ça bouge pas. Non, non, c'est bien. Donc, une personne n'en a jamais entendu parler, une personne voit vaguement ce que c'est et une personne maîtrise. C'est top. Donc, on a un sachant qui permettra de compléter au besoin. Alors, merci de ce petit sondage. Alors, effectivement, hein, ça paraît comme ça un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est tout à fait compréhensible et appropriable. Donc, ça permet de rendre des comptes aux parties prenantes. Et là, on est dans un concept de transparence et de redevabilité. Hein, c'est important de témoigner par des informations claires et objectives ce que fait l'entreprise pour adresser les sujets liés au développement durable et à la durabilité. Donc les parties prenantes, vous les connaissez ici, hein, je vous en mets un certain nombre, qu'elles soient internes ou externes. On parle même de parties prenantes muettes, hein, quand on parle de la nature et des générations futures, hein, on ne les oublie pas, hein, celles-ci, et dialoguer avec elles, comprendre leurs attentes, comprendre où elles en sont sur ces sujets-là, c'est aussi une manière de retraduire dans nos ESG leurs préoccupations. En fait, hein. On est ouvert au monde. Euh... Non, parce que
Ah oui. Oui, d'accord, je comprends. Désolé, c'est parce qu'il y a des diapos qui sont pas, Plaide ah oui, coupable, oui. c'est moi qui les avais Ah non, marqués. non, non, mais il faut pas les qu'est-ce que c'est? Oui, c'est pour ça qu'il y a des trucs qui me manquent, quoi. Voilà, je comprends mieux maintenant. Ah, panique à bord. C'est pour qu'on arrive au bout, en fait, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, oui, mais on arrivera au bout, on arrivera au bout. Sauf que si tu me masses des diapos, c'est pas évident, évident. Oui, alors ça m'intéresse quand même de la faire apparaître. Alors, par contre, comment je fais apparaître une diapo qui était masquée, ça, bon, c'est embêtant parce que là, vous voyez pas ma diapo. Vous voyez ma diapo ou vous voyez pas ma diapo? Vous la voyez? Là, on voit. Enjeu opérationnel stratégique, c'est ça? Oui, c'est Vous la bon. voyez? Ça, tu OK, réussi à la super. réafficher. Oui, super. Oui, parce que, ben, je le disais, des réponses à des appels d'offres, des consultations des clients, aussi de plus en plus de banques, qui, élaborent des produits, financiers ou des prêts dits à impact qui relient, le taux d'intérêt, à la performance ESG. Vous engagez, dans un contrat de prêt avec une banque, vous définissez une trajectoire sur un certain nombre de ESG. Si vous l'atteignez, vous pouvez obtenir une minoration de votre taux d'intérêt. Alors aujourd'hui, on est plutôt sur des bonus, on n'est pas sur des malus de taux d'intérêt, mais on voit l'idée que la banque peut être structurante et elle peut, pour son intérêt à elle aussi, hein, d'avoir des clients qui sont plus durables, mais conditionner des financements mieux orientés ESG. Mais ce que je voulais vous dire là, c'est aussi ce qui émerge, au travers de ESG, c'est, la comptabilité multicapitale. Alors, je ne vais pas vous faire ici un cours de comptabilité multicapitale, on n'aurait pas le temps. Le principe, si ça vous intéresse, c'est de se dire qu'on va compter aujourd'hui des choses qu'on ne comptait pas jusqu'à présent. On a parlé de la comptabilité comptable et financière classique. La comptabilité, multicapitale, on a CARE, LIF, la comptabilité universelle, c'est de commencer à compter des choses qui aujourd'hui ne sont pas monétarisées directement dans votre compte d'exploitation. Là, vous avez un exemple pour le E, le S, mais on pourrait faire aussi la même chose pour le G. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est à la fois des tonnes équivalent CO2. Donc là, quand on est 2022, 2023, 2024, dans la première partie du tableau, on est en tonnes équivalent CO2. Mais si on donne une valeur à la tonne équivalent CO2, le chiffre que vous trouvez en 2022, 2023, 2024 dans l'autre partie du tableau, entre parenthèses, ça c'est du kilo-euro. Et c'est négatif. Pourquoi? Parce que ça vient dégrader le résultat extra-financier monétarisé de l'entreprise, parce que plus elle émet de gaz à effet de serre, certes, elle produit de la valeur qui est comptabilisée dans son chiffre d'affaires, de son résultat, mais elle dégrade, elle participe à la dégradation du changement climatique, donc ça vient minorer sa performance environnementale, d'où le chiffre conventionnellement en comptabilité, les chiffres entre parenthèses sont des négatifs. Elle va avoir, cette entreprise, en 2024, une contribution négative de 1,4 million et de charges qu'elle va imputer à sa comptabilité extra-financière. C'est intéressant de regarder que sur le social, on peut raisonner de la même manière, avec des choses, des effets qui vont avoir des conséquences négatives sur le PNL de l'entreprise. Par exemple, le nombre de salariés touchant moins de 1,5 SMIC. 1,6 SMIC. Pourquoi? Parce que ça peut générer des exonérations de charges patronales. Et donc ça peut être majoré, ça peut être monétarisé comme un moins dans la comptabilité extra-financière. Le nombre d'absences, pareil, les heures d'absence monétarisées comme des coûts pour la sécurité sociale peuvent être aussi traduits dans une somme négative, mais on va quand même en prendre des positifs. Les nombres d'heures de formation, par exemple, qui participent
à l'employabilité des salariés ou la dépense pour la transition sociale de l'entreprise. Mettons qu'elle mette en place des dispositifs de GEPP ou de GPEC. Le nombre de salariés en situation de handicap, ça vient faire aussi une augmentation des recettes, entre guillemets, extra-financières. Donc, quand on additionne les plus et les moins, on arrive à un résultat extra-financier. Et là, on vise le résultat le plus fort, le plus élevé, mais on a monétarisé des choses qui ne l'étaient pas. En l'espèce, ça permet de comparer d'un côté le résultat comptable à un résultat extra-financier qui serait positif ou négatif, en hausse ou en baisse. Voilà. J'espère avoir été clair, mais c'est une illustration de ce qu'on peut faire aussi avec les ESG une fois qu'on les a tracés. Les ESG, c'est aussi une manière de raisonner en image de l'entreprise et de montrer qu'on ne fait pas du greenwashing et du social washing. Alors, citons ici un responsable du développement durable qui dit que la performance extra-financière d'aujourd'hui est la performance financière de demain. Bah, quand on regarde une comptabilité extra-financière, on pourrait finir par s'en convaincre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation à tenir ce genre de comptabilité. On voit un certain nombre d'entreprises qui se disent responsables le faire. Bon, je ne vous refais pas forcément tout le topo sur le volontarisme ou les obligations hésitantes de l'Union européenne en matière de cadre normatif sur les ESG. Retenez qu'on est aujourd'hui sur quelque chose qui concernerait les entreprises. On attend encore que tout ça soit fini d'être approuvé au niveau européen, mais les entreprises de 1700 salariés et au chiffre d'affaires supérieur à 450 millions d'euros. On a conservé la double matérialité, je vais en parler dans un instant, ça c'est extrêmement important pour vous aider dans l'élaboration de vos ESG, et le bouclier VSME ou Value Chain Cap dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec le Value Chain Cap, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les données qui sont élaborées par l'EFRA, qui est le groupe de travail associatif européen qui travaille sur les référentiels de reporting ESG, arrivent à concilier les différents standards internationaux. Sur la diapo 30, vous voyez tous les standards internationaux et on n'en manque pas, avec le normatif de l'EFRAG. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est les grands standards principaux internationaux s'alignent les uns après les autres avec les indicateurs de l'EFRAG. Il y a même au niveau aujourd'hui nord-américain, avec Emmanuel Faber, l'ex-patron de Danone, quelque chose qui essaie de se mettre en place au niveau de l'ISSB, un standard nord-américain. Voilà. Donc, le bénéfice, je reviens quand même à nos histoires de PME, il est quand même assez intéressant parce que c'est un cadre simple qui permet d'organiser et prioriser ses indicateurs ESG, de répondre de manière cohérente aux demandes de ses clients et de préparer progressivement l'avenir. J'avance. Donc, identifier quelques dispositifs de financement que vous pouvez mobiliser. Alors là, c'est pareil, bon. Les dispositifs de financement qu'une entreprise peut aujourd'hui mobiliser pour accompagner sa réflexion et déployer des démarches RSE, différents types de financement possibles. En région Grand Est, si vous avez la chance d'habiter la région Grand Est, on a encore jusqu'à la fin de l'année, espérons que ce soit reproduit l'an prochain, le parcours des transformations, les parcours de transformation avec un module RSE dédié, où des entreprises de certains secteurs pour le moment, des secteurs de l'industrie, du bâtiment, de la logistique peuvent se faire aider jusqu'à 10 000 euros avec un financement de 50 à 100% selon les étapes du parcours pour déployer une mise en place d'une démarche RSE et réfléchir sur la durabilité de son modèle d'affaires. BPI France, qu'on ne présente plus, a aussi un certain nombre de dispositifs, notamment le DIAC Décarbonation, calé sur la méthode ABC pour non seulement mesurer vos gaz à effet de serre, mais aussi mettre en place un plan de décarbonation adapté. Et là, aujourd'hui, on a un financement qui peut aller pour les petites entreprises jusqu'à 40%, soit 4 000 euros du bilan carbone plus du plan de décarbonation.
Il existe aussi des accompagnements RSE, donc là, un module spécifique pour la mise en place d'une démarche RSE. D'autres dispositifs existent par rapport notamment aux OPCO, aux opérateurs de compétences. Certains ont mis en place des dispositifs d'accompagnement de leurs adhérents pour les aider à faire la transition environnementale dans les compétences et dans les métiers. Je citerai par exemple l'OPCO 2I qui est très généreux, qui prend intégralement en charge pour les entreprises de l'industrie une démarche jusqu'à 15 000 € d'accompagnement de la démarche RSE, ce qui est effectivement assez intéressant. Alors on voit que les entreprises ont c'est pas toujours facile, les petites PME aujourd'hui, de dégager des budgets pour ça. Il y a des financements, il faut penser à les activer, d'autant que la pression se fait plus forte de la part des donneurs d'ordre qui, comme on l'a vu, peuvent être amenés à demander des comptes. Alors, ne vous en voulez pas, je reprends quand même mon diaporama pour être sûr de n'avoir rien oublié. A priori, je n'ai rien oublié. Ici, quelques éléments pour une démarche ESG qui prend forme et qui prend corps. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a des outils qu'on peut activer pour faire ce travail. On va parler de la double matérialité qui va nous permettre de définir nos enjeux et nos priorités ESG. On va pouvoir utiliser le VSME pour avoir son socle quand on est une PME d'indicateurs normés et opposables. Et puis, on va pouvoir réfléchir à une solution de reporting plus ou moins intégrée avec un système d'information qui va nous permettre de piloter et de suivre non seulement la conformité de nos ESG vis-à-vis de ceux qui nous les réclament, mais aussi comme un outil de pilotage extra-financier de notre stratégie au même titre que notre pilotage financier habituel, et d'où la référence à la comptabilité multicapitale dont j'ai fait un moment mention. Alors, là, je vous donne, alors tout le monde n'est pas orange, hein, mais je vous donne ici un exemple de double matérialité pour voir un peu à quoi on peut s'attendre. Hein. Là, double matérialité d'orange. La double matérialité, c'est simple. Vous avez des impacts que vous avez, vous, vis-à-vis de l'extérieur, qu'ils soient environnementaux, sociétaux, économiques, vous avez des impacts plus ou moins forts vis-à-vis de vos parties prenantes, mais l'extérieur peut aussi avoir des impacts vis-à-vis de vous, et ces impacts peuvent se traduire par du sonnant et du trébuchant. Mettons que voilà, vous avez un hangar, vous avez contribué au réchauffement climatique, une tempête apparaît, le toit de votre hangar s'envole, vous avez des pertes d'exploitation, votre assureur ne vaut plus vous assurer, ça a une matérialité financière pour vous. Effet boomerang, matérialité d'impact, matérialité financière. Café Orange, Orange a passé du temps à comprendre qui elle était, comment elle fonctionnait, les attentes de ses parties prenantes, mesurer tous ces impacts et a traduit dans des E, des S et aussi des G dans des zones plus ou moins critiques, la bande orangée qui va du coin haut gauche au coin bas droit, ce L à l'envers, c'est effectivement la zone de criticité. Et on y trouve quoi? On y trouve par exemple les émissions de GES, les émissions de gaz à effet de serre. Pour produire ce que produit Orange, du service telco, il faut des data centers, il faut du cuivre, il faut des structures, des commutateurs. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut tout un tas d'infrastructures. Eh bien, tout ça, pour le produire, pour l'alimenter, pour le faire vivre, on émet des GES jusqu'à preuve du contraire. Mais en même temps, ces GES qui participent au réchauffement climatique peuvent à un moment amener Orange à ne plus pouvoir faire fonctionner correctement son infrastructure et donc subir des pertes d'exploitation, du désagrément de ses usagers. Donc on voit bien qu'il est totalement évident que la matérialité à la fois d'impact et financière d'Orange classe les émissions de GES au plus haut. Mais l'ayant mis là, le but du jeu, c'est qu'ils descendent dans la diagonale vers le coin bas gauche, qu'on montre
qu'Orange a pris en compte et qu'a non seulement mesuré le risque, mesuré l'impact, mais a aussi fait en sorte de mitiguer ce risque. Ça va être vrai pour les autres. Regardez par exemple le S4, santé physique et psychologique des utilisateurs, dont les jeunes. C'est quand même extraordinaire d'avoir quand même cet indicateur-là, parce que ça montre qu'Orange prend en charge aussi le risque qui existe aujourd'hui, et c'est démontré par des études, d'une utilisation soit inadaptée, soit malveillante, soit abusive de certains même des propres produits ou services qu'Orange propose et qui peuvent avoir des impacts et pour Orange et pour ses clients. Donc c'est là où c'est intéressant d'avoir une double matérialité. C'est là intéressant d'avoir, si vous êtes toujours là et j'espère, des indicateurs qui permettent justement de traduire dans des chiffres et des objectifs pour ces chiffres, des ambitions, soit d'augmentation, soit de réduction, selon les cas, environnement, social, gouvernance. Il est plus facile aujourd'hui d'aller sur le social, il est clair, surtout en France, où on a quand même aujourd'hui une habitude et puis des obligations avec les bilans sociaux, les BDESE, quand on a un CSE, on a quand même du reporting de data, des index égalité hommes-femmes, plus de 50, quand on est plus de 50 salariés. Bon, demain, peut-être la transparence sur les salaires, qui nous permettra de regarder l'écart entre le plus faible et le plus fort salaire dans une entreprise. C'est quand même fort comme indicateur. Quel est le ratio acceptable, de 1 à 2, de 1 à 130? Je vous laisse juge. Voilà. Donc ça, on sait faire. Par exemple, le pourcentage de salariés qui sont formés au cours des 2 années et ceux qui ont été formés il y a plus de 2 ans, il y a jusqu'à 5 ans, ceux qu'on a oublié de former. Évidemment, le pourcentage des femmes à des postes de responsabilité, bon, on voit bien l'idée. Voilà. Gouvernance, c'est plus compliqué. Gouvernance, c'est plus compliqué aujourd'hui pour une entreprise. Mais quand on a fait sa matrice de matérialité, double matérialité, on est plus à l'aise. C'est plus difficile de faire sortir du chapeau comme un lapin des ESG que d'avoir fait ce travail d'identification de ces impacts. Partage de la valeur ajoutée créée, montant redistribué au sein de la chaîne de valeur vers ses propres salariés. C'est quand même énorme de pouvoir traduire ça dans des chiffres. C'est aujourd'hui important. Par exemple, la Massif, je crois, a dit qu'elle allait systématiquement reverser 15% de ses résultats. L'épargne salariale pour associer les salariés à une forme de co-décision ou co-détermination du projet de l'entreprise et de sa raison d'être, le nombre d'administrateurs formés aux enjeux de développement durable, le nombre d'administrateurs indépendants pour qu'on ait une vision externe aussi et qu'on irrigue la stratégie de l'entreprise d'idées innovantes, un peu challengeantes. Voilà. Le pourcentage de femmes dans la gouvernance, le devoir de vigilance dans la chaîne de valeur, même si ça a été largement retaillé au niveau européen, cette histoire de devoir de vigilance. Par exemple, le pourcentage de fournisseurs avec des engagements RSE, c'est pas non plus très compliqué de demander à ces fournisseurs réguliers, prestataires, on fait un Pareto 80-20, qu'est-ce que vous faites pour la RSE? Et puis, les conseiller et puis leur dire, ça serait quand même bien que vous fassiez quelque chose parce que sinon, ça va être difficile de continuer à travailler ensemble. Le leadership des dirigeants, les actions qu'ils réalisent concrètement, en nom propre pour montrer eux-mêmes qu'ils sont moteurs. Les plans de succession des dirigeants, ça, c'est quand même un problème aujourd'hui, quand une entreprise ne sait pas vers où elle va, dont et mécénat, délai de paiement des jours, des paiements des jours de paiement de fournisseurs. Aujourd'hui, on voit que les difficultés de trésorerie que peuvent rencontrer les entreprises, c'est quand même intéressant de payer en temps et en heure ses fournisseurs. Plan de succession, je le redis, que devient l'entreprise une fois que ses dirigeants décident de passer la main ou dans la perspective de passer la main. Mais l'environnement, voilà, la part belle de l'environnement aujourd'hui, c'est les émissions de GES 3 scopes, non seulement l'énergie qu'on émet, qu'on achète, mais aussi tous les GES qui sont intégrés dans tous les objets et services que l'entreprise peut mobiliser pour son système de production, pourcentage de produits recyclés, pourcentage de produits recyclables, l'empreinte eau, mais pas uniquement l'eau qu'on boit au robinet, l'empreinte eau qui est contenue dans les produits, tout est eau, tout est fait d'eau, et ça devient de plus en plus
pertinent de maîtriser cette empreinte eau. On aurait aussi l'empreinte sur la biodiversité, qui est quand même aussi un enjeu fort, le pourcentage d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de l'entreprise, le pourcentage d'eau réutilisée dans les consommations d'eau, la mobilité de nos salariés, les déchets, j'en passe et des meilleurs. Tout dépendra de ce qui compose aujourd'hui votre matérialité d'impact. Alors, exemple de tableau de reporting, c'est un peu c'est le moment pub. On a mis en place au sein du cabinet ECA, justement pour nos clients, avec un partenaire Egrego, une plateforme dit ESG Go pour piloter un socle minimal d'indicateurs ESG collés sur le VSME, mais c'est à la fois un outil et un accompagnement parce qu'il y a plusieurs dimensions dans ESG Go. On a mouvement, impact, impact plus, et en fonction de la maturité, du besoin de l'entreprise, on accompagne sur la mise à disposition de ESG Go, la plateforme, mais aussi dans la réflexion stratégique, l'élaboration de la matrice de matérialité et l'intégration de cette question de l'extra-financier dans la stratégie de l'entreprise, et on se cale à l'ISO 26000 et au VSME. Donc, ça permet d'avoir un pilotage simple et structuré et maîtrisé de ces ESG au travers de tableaux dans lesquels on va trouver à la fois la valeur pour l'année de référence, les années antérieures, mais aussi l'objectif qu'on s'est fixé, parce que dans ESG Go, on peut inscrire une trajectoire et un objectif pour chacun de ces ESG, et ça permet d'exporter un rapport qu'on peut ensuite produire à ces parties prenantes. Voilà. Donc, délivrable, conforme, un accompagnement de proximité et solutions intégrées aux besoins de l'entreprise. La cerise sur le gâteau, Noël n'étant pas loin, c'est que on peut intégrer aussi ESG Go dans les dispositifs d'accompagnement dont j'ai parlé, pour lesquels il peut y avoir des financements possibles, les parcours transformants de la région Grand Est ou l'OPCO 2I. Voilà, donc on a une solution de pilotage avec un système qui fonctionne avec des formulaires qu'on remplit, qui permettent ensuite de générer des beaux graphiques avec des historiques et des perspectives. Et le bonus, parce que là c'est vraiment Noël, c'est qu'on peut calculer avec ESG Go une empreinte carbone scope 1, scope 2, scope 3 pour l'ESG 1, qui est l'ESG sur les émissions de gaz à effet de serre de votre modèle d'affaires. Il est 54, je ne me suis pas encore fait tirer les oreilles par notre chère Christelle, je suppose que je suis dans les temps. Je peux revenir sur tel ou tel aspect, je peux répondre à vos questions, faites-vous plaisir, je suis là à votre disposition, j'espère que ce fut clair, c'est toujours très rapide, très court ces webinaires, surtout sur des sujets comme ceux-ci où il y a beaucoup à dire. N'hésitez pas, je n'ai pas vu s'il y avait des questions. Est-ce qu'il y en a? Christelle, est-ce que tu en as vu? J'avais proposé un petit... Non, il n'y a pas de questions pour le moment, mais c'est peut-être le bon moment pour en poser. Et donc, j'avais proposé aussi des petits mini-sondages dans le chat si les personnes souhaitent répondre. Donc, où en êtes-vous sur les sujets RSE, ESG? On vous répond A pour nous n'avons pas réellement commencé, B pour nous faisons des choses mais rien de formalisé, C pour nous avons une démarche RSE structurée mais peu d'indicateurs ESG, et D pour nous avons déjà un reporting RSE, ESG régulier. Voilà. Merci Christelle. Je vois que C qui reste anonyme nous pose une question et je m'empresse d'y répondre. Les assureurs vont-ils imposer des ESG un jour? Alors, ils le font déjà. Pour avoir audité un gros assureur français, évidemment qu'ils le font pour deux raisons. Pour deux raisons notamment. Le premier, c'est que dans certains cas, ces assureurs sont eux-mêmes déjà éligibles à la CSRD
parce qu'ils sont très gros, donc ils doivent produire un reporting de durabilité. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, les datas que vous produisez sont aussi bien vos propres datas que ceux de vos chaînes de valeur. Donc, vous demandez aussi à vos clients, à vos fournisseurs, quand vous êtes assureur, de vous remonter de la data pour intégrer votre propre pilotage ESG, mais aussi parce que le but de l'assureur, c'est de piloter des risques. Et aujourd'hui, malheureusement, un certain nombre de risques ou sont déjà plus assurables. Je prends un exemple, alors qui peut nous paraître éloigné, mais vu ce qui se passe en Californie régulièrement avec ce qu'on appelle les méga-feux, on a plusieurs assureurs qui ne prennent plus de nouvelles polices d'assurance habitation parce qu'on est rentré dans la zone de certitude. Or, l'assureur, lui, il assure des risques, il n'assure pas quelque chose qui est certain. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, sans parler de cybersécurité ou ce que vous voulez, vous avez tellement de risques que les assureurs, chaque année, sont à revoir leur stratégie assurantielle parce que ça devient très compliqué. Donc, ils doivent faire en sorte que leurs clients restent des clients, donc restent assurables. Et donc, leur demander de s'engager vers des démarches RSE parce que ça va profiter à l'assureur. Bon, je dirais aussi le côté social. Aujourd'hui, il y a des assureurs qui n'arrivent pas à recruter parce que le métier d'assureur, bon, je sortirai pas ici l'adage populaire assureur 1-1, mais attirer des nouveaux clients, regardez les métiers, pardon, des nouveaux salariés, regardez les métiers qui font les plus rêver, l'assureur, le banquier, ils sont pas en top de liste. Donc, c'est aussi une manière pour ces métiers de montrer ce qu'ils font sur le S. Voilà. Donc, ils s'en imposent, ils en imposent à leurs clients parce qu'il en va de quoi? Il en va de leur durabilité. Et ça, la matrice de matérialité d'un assureur, aujourd'hui, le démontre. Sans parler de la cybersécurité, qui est un vrai gros problème aujourd'hui, où on doit travailler avec ses clients quand on est assureur sur ces enjeux-là. Donc oui, alors, le mot qui est important dans votre phrase, c'est le imposer. Vont-ils normaliser? Vont-ils convaincre leurs clients? On est plutôt de là. Voilà. Mais les assureurs imposent indirectement. C'est comme quand vous êtes de l'industrie et que vous recevez un questionnaire de Stellantis ou d'un autre gros donneur d'ordre, EcoVadis, et qui vous disent dans 1 mois, il faut m'avoir répondu à EcoVadis. Et idéalement, il faudrait que vous ayez minimum 45 points à la notation. C'est une manière de vous imposer la RSE et les ESG. Voilà. Voilà. On est dans quelque chose qui hésite entre l'obligatoire et le normatif. De rien. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Alors, certains pensent que ça ne va pas assez vite. Vous entendrez souvent des gens qui disent oui, mais il faudrait des règles, il faudrait des contraintes, il faudrait que ça aille plus vite. Bon, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on en est plutôt à trouver des espaces de dialogue, des espaces qui correspondent aussi à la capacité des entreprises. On ne manque pas de solutions aujourd'hui. On vous en a présenté une avec ESGO. Il y a des ressources disponibles. Vous pouvez vous faire conseiller. Vous pouvez vous faire financer de l'accompagnement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre ce sujet à bras le corps s'il n'est pas encore adressé. Il est 11h59. S'il n'y a plus d'autres questions, on avait dit midi. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire ce genre d'exercice. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre dans le chat ce que vous en avez pensé. Nous sommes à votre service. Vous avez nos coordonnées pour vous présenter nos solutions. Et d'ores et déjà, vous souhaitez d'agréables fins d'année. Quel sujet pour le prochain webinaire? On n'en manque pas des sujets pour le prochain webinaire. Merci Christelle. On va essayer d'en faire un effectivement en début d'année. Je crois que l'eau doit être un sujet aujourd'hui qui nous a tous nous motivés. Donc très certainement, on fera quelque chose autour de l'eau parce que ça devient peut-être même plus important que les questions de carbone. Donc, belle fin d'année. Merci Déborah.
Portez-vous bien et merci, merci C. Et travaillez vos reporting de durabilité. C'est ce qui assurera la pérennité de vos entreprises. En tout cas, nous, chez ECA et Grego, on en est convaincus. À bientôt à tous. À bientôt.